bonjour à tous. Oui, notre journal accorde beaucoup d'attention aux enjeux de transformation de l'économie et de la société. On peut dire qu'en ce moment, on est servi. Bonjour à tous, je suis Pierre Cheminade, rédacteur en chef adjoint à la Tribune à Bordeaux. Ravi de vous accueillir ce matin. Nous organisons cet événement inédit à distance compte tenu du confinement avec le soutien de la CCI Bordeaux-Gironde, du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et de BPI France. C'est une démarche inédite. Nous l'avons testée à Paris mardi, à Toulouse hier. Aujourd'hui, à Bordeaux, nous réunissons des acteurs clés de la région. L'objectif, répondre aux très nombreuses interrogations des chefs d'entreprise, des TPE, des PME, des travailleurs indépendants, commerçants, artisans, professions libérales, start-upers, auto-entrepreneurs et salariés. Les outils de soutien se succèdent, sont annoncés, sont précisés chaque jour depuis le 15 mars. Mesures de trésorerie, suspension de dette, décalage d'échéance, accompagnement, chômage partiel. Il y a énormément de choses annoncées. Nous allons essayer ce matin d'être le plus pratique. J'ai autour de moi ce matin, dans cette table ronde numérique, Patrick Séguin, président de la CCI Bordeaux-Gironde. Bonjour. Laurent de Calbiac, directeur régional de BPI France Bordeaux. Isabelle Martel, directrice régionale des finances publiques Nouvelle-Aquitaine. Henri Lourde de Rocheblave, directeur régional de l'URSSAF Aquitaine. Et Bernard Uturi, vice-président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du développement économique. Bonjour à tous. On va commencer par un tour de table très factuel. À l'heure où nous parlons, c'est-à-dire jeudi 26 mars, qu'en est-il des mécanismes déployés par vos structures et comment y accéder, comment les solliciter? Est-ce que Patrick Séguin est en ligne? Pas encore. Alors, on va commencer avec vous, Laurent de Calbiac, pour BPI France. L'un des problèmes majeurs et immédiats des entreprises, c'est la trésorerie. Quelles sont les différentes mesures déployées par BPI France en termes de prêts pour soulager la trésorerie des entreprises? Oui, bonjour. Tout d'abord, je voudrais... Oui, bonjour. Tout d'abord, je m'entends en écho, excusez-moi. Non, je voudrais simplement rappeler que c'est un drame sanitaire et donc avoir une pensée pour tout le personnel soignant qui s'occupe sans relâche des malades dans les hôpitaux et les cliniques. Bon, la propagation de cette épidémie a eu les conséquences que vous connaissez tous, hein, ces mesures de confinement, ces fermetures des frontières, puis des commerces, des magasins, des chantiers, des usines, etc. Ça a été un choc brutal pour les entreprises. Et personne n'était préparé à ça. Et par contre, on sait que c'est une épidémie, donc elle va finir par reculer. Quand on ne sait pas encore, dans quelques semaines, quelques mois, et que l'activité des entreprises va reprendre. Mais pour l'instant, les conséquences sont bien sûr assez violentes. J'entendais ce matin des statistiques de l'INSEE qui parlent d'un recul de 35% de l'activité. Je voulais reprendre les mots qu'a employé Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. C'est un peu une crise cardiaque pour les entreprises. Je crois que la logique qui a guidé tous les acteurs réunis autour de cette table ronde et les mesures qui ont été prises ces derniers jours, c'est comment faire face à une absence de chiffre d'affaires pour les entreprises et comment limiter au maximum les charges. L'expression qu'a employé Nicolas Dufourcq, c'était un pont aérien de cash. Donc, en quelques mots, dès le 15 mars, BPI France a annoncé 4 mesures. La première, c'était de pouvoir porter notre garantie à 90% sur tous les prêts de trésorerie des banques et avec une extension aux entreprises de taille intermédiaire. La deuxième mesure forte, c'est le report de toutes les échéances de prêts en cours chez BPI France pour 6 mois, capital et intérêt. Donc, c'est un effort quand même très significatif de 2 milliards d'euros pour notre banque. La troisième, c'est la possibilité de faire des apports en trésorerie aux entreprises avec des prêts sans garantie qu'on appelle les prêts à tout. Et la quatrième, je crois qu'on y reviendra plus tard, c'est un mécanisme particulier sur lequel on a travaillé aussi pour la typologie particulière des startups et leur modèle économique. Et enfin, on a mis en place un numéro vert, le 0969 370 240, sur lequel on a eu au niveau national 40 000 appels depuis 8 jours. Et évidemment, la possibilité de nous contacter sur BPI France en ligne. En Nouvelle-Aquitaine, on a reçu là, depuis qu'on a lancé cette plateforme Covid-19, plus de 3200 demandes. Évidemment,
nos équipes sont mobilisées. Je voulais signaler qu'on est tous opérationnels en télétravail, avec la chance, entre guillemets, pour quelques-uns de pouvoir continuer de venir au bureau. Et bien sûr, on est en contact quotidien avec tous les acteurs réunis aujourd'hui pour coordonner tous les dispositifs publics et privés de soutien, et également avec les banques, puisque moi j'ai la Fédération bancaire française en call 2 fois par semaine. Très bien, merci pour ce premier point. Isabelle Martel, je me tourne vers vous. Du côté des impôts, que peuvent obtenir les entreprises en difficulté? Quelles sont éventuellement les conditions et quelle est la porte d'entrée à privilégier? Je crois qu'il y a un formulaire simplifié qui est tout prêt pour ces demandes-là. Merci et bonjour à toutes et tous. C'est vrai, je m'associe aux propos qui viennent d'être tenus. La crise que connaît notre pays est une crise sans précédent et qui requiert des mesures exceptionnelles, évidemment pour éradiquer l'épidémie, et on est tous en remerciement de l'ensemble des soignants qui travaillent d'arrache-pied tous les jours. Et puis aussi, ça vient d'être dit, des mesures fortes pour traiter les conséquences sur l'économie de notre pays. Et à cet égard, le gouvernement a pris des mesures d'urgence en soutien de la trésorerie des entreprises et aussi sous forme d'aides directes et indirectes. En ce qui concerne la DGFiP, nous sommes évidemment porteurs de certaines de ces mesures et nous sommes mobilisés pleinement et de façon tout à fait exceptionnelle pour évidemment venir en soutien et accompagner les entreprises qui en ont besoin. Alors, pour répondre précisément à votre question, je pourrais classer en 2 catégories les mesures qui ont été prises et dont la DGFiP est porteuse. Soulager la trésorerie des entreprises. Je voudrais commencer, pour être très clair sur ce sujet, par évoquer le cas des entreprises qui sont affectées de manière significative par l'épidémie de coronavirus et qui avaient déjà des dettes fiscales. Ces entreprises peuvent en demander l'étalement auprès du service des impôts qui est leur référent, pour service des impôts des entreprises pour l'essentiel. Et évidemment, la situation sera regardée avec bienveillance pour accorder des plans de règlement qui permettront aux entreprises en question de pouvoir avoir évidemment la remise des pénalités pour paiement tardif. Deuxième cas que je voudrais évoquer, qui est très important également pour les entreprises qui ont déjà des plans de règlement en cours. Pour ces entreprises, elles peuvent demander le report des échéances prévues dans le plan pour mars, avril et mai 2020. Elles peuvent en demander le report à la fin du plan. Je voudrais aussi évoquer le sujet des échéances exigibles depuis la crise et à venir depuis la crise. Donc, les entreprises peuvent demander le report des échéances des impôts directs de mars, avril et mai 2020. Elles peuvent en demander le report. Alors, pour précisément répondre à votre question, Monsieur Cheminade, elles peuvent le demander via un formulaire extrêmement simplifié qui est en ligne sur www.impôts.gouv.fr. On trouve donc extrêmement facilement et qui requiert très peu d'éléments à remplir de la part des entreprises pour bénéficier effectivement du report de ces échéances sans pénalité, évidemment, sur 3 mois, en sachant que si les entreprises ont déjà versé, notamment je pense au mois de mars, elles peuvent demander le remboursement de ce qu'elles ont versé à leur service des impôts des entreprises. Là aussi, je suis tout à fait opérationnelle. Et si à la fois les mesures d'étalement de paiement et les mesures de report des échéances ne sont pas suffisantes pour faire face aux difficultés que connaît l'entreprise,
elle peut tout à fait demander à son service des impôts des entreprises de lui accorder des remises des impôts directs, remises qui sont donc accordées dans le cadre d'un plan de règlement. Et là encore, pour être très opérationnel, le formulaire simplifié, même que celui dont je viens de parler, qui comporte une case numéro 2, si j'ose dire, et qui permet à l'entreprise, là aussi avec des éléments extrêmement simplifiés à nous fournir, d'obtenir de son comptable, donc du service des impôts des entreprises, la remise de ces impôts. Je précise que tous ces dispositifs exceptionnels sont et concernent les impôts directs et donc à l'exclusion de la TVA et du prélèvement à la source, impôts pour lesquels, comme vous le savez, les entreprises sont collecteurs. J'en profite également pour dire que, bien sûr, les entreprises qui le peuvent doivent contribuer au financement de la solidarité nationale dans un contexte que l'on connaît bien les uns et les autres, qui est un contexte sanitaire extrêmement grave, et notre système de soins, ainsi que plus largement l'action de l'État, est extrêmement sollicité. Je voudrais évoquer maintenant la situation des entrepreneurs individuels et des travailleurs indépendants, pour dire que la mise en œuvre de la réforme du prélèvement à la source, qui permet d'adapter l'impôt à la situation contemporaine, permet aux catégories d'entreprises concernées de pouvoir bénéficier à leur propre initiative de modulation de leur taux, ainsi que de report ou d'annulation des échéances concernées. Elles doivent le faire sur impôt.gouv.fr avec le bouton, si j'ose dire, gérer mon prélèvement à la source. Elles doivent le faire, là aussi, pour être très opérationnel et pour répondre à votre demande, Monsieur Cheminade, avant le 22 du mois pour l'échéance du mois suivant. Là, lorsque les entreprises, par exemple, n'auront pas pu le faire, là, on voit très clairement avant le 22 mars pour le mois d'avril, elles pourront bien sûr demander le remboursement de ce qu'elles ont versé à leur service des impôts des particuliers. Je voudrais également rajouter que les entreprises qui ont des contrats de mensualisation à la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, ou à la taxe foncière, peuvent suspendre leur contrat de mensualisation à travers www.impôt.gouv.fr ou en appelant le centre prélèvement service. Là aussi, on est très très opérationnel et le montant restant dû de l'impôt sera prélevé au solde, évidemment sans pénalité, mais elles peuvent de leur propre initiative dès aujourd'hui suspendre leur contrat de mensualisation. Deuxième ligne force, deuxième grand cadre que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est celui des mesures qui ont pour objectif de soutenir la trésorerie des entreprises. À ce titre, je voudrais mentionner le remboursement anticipé des crédits d'impôt sur les sociétés. En effet, les entreprises peuvent demander à obtenir le remboursement anticipé des crédits d'impôt restituables en 2020 sans attendre, et je le précise, ça me semble important, de déposer donc le dépôt de l'alias fiscal. On le fera de manière anticipée. Ça concerne par exemple le CICE, le crédit impôt compétitivité emploi, ou le CIR ou d'autres, CIR crédit impôt recherche. Je voudrais aussi dire que j'ai demandé à mes services d'être complètement mobilisés pour traiter de manière accélérée et rapide les demandes de restitution de crédit d'impôt et tout particulièrement le remboursement des crédits de TVA. Je voudrais aussi dire que les entreprises qui sont en attente du paiement de factures de la part de l'État ou de collectivités locales peuvent, en remplissant là aussi de manière très opérationnelle, le troisième cadre du fameux formulaire dont j'ai parlé tout à l'heure, extrêmement simplifié, nous le signaler à la DGFiP. Nous ferons en sorte d'accélérer le paiement des dites factures.
Je voudrais d'ailleurs, c'est pas tout à fait notre sujet d'aujourd'hui, mais en quelques secondes, si vous me permettez, dire que les services de la DGFiP sont aussi pleinement mobilisés au service de l'ensemble des concitoyens, bien sûr, et en particulier des collectivités locales pour lesquelles, évidemment, nous continuons à payer les dépenses, et je pense en particulier aux dépenses des hôpitaux, et je reviens sur l'ensemble, évidemment, des collectivités locales. Je ferme la parenthèse. Je voudrais terminer mon propos avec l'évocation du fonds de solidarité des très petites entreprises, des micro-entreprises, des travailleurs indépendants et des professions libérales. Pour dire que ce fonds est alimenté, vous le savez, par l'État et les régions. Ça a été voté en loi de finances rectificative. Donc, ce fonds, on attend les textes définitifs qui vont être publiés, mais on peut évidemment déjà l'évoquer. Donc, ce fonds a deux volets. Un premier volet qui concerne les entreprises suivantes, donc les entreprises qui ont moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, les entreprises qui ont entre 0 et 10 salariés, les entreprises qui ont un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros, qui soit ont subi une fermeture administrative, soit ont une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% mesurée entre mars 2020 par rapport à mars 2019. Ces entreprises pourront bénéficier d'une subvention égale à la perte déclarée de leur chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. De manière très pratique et très opérationnelle, un formulaire va être mis en ligne dans les jours prochains, d'ici au 1er avril, un formulaire qui va permettre aux entreprises, c'est un formulaire qui sera extrêmement simplifié et on va évidemment traiter les demandes de manière très rapide. Les entreprises donneront leur RIB et c'est la DGFiP qui le fera, on leur versera la subvention de 1 500 euros très rapidement. Je voudrais évoquer aussi le deuxième volet du fonds pour les entreprises éligibles. Et ça, c'est la région qui contribue à l'alimentation du fonds qui en sera instructrice. Les choses vont se mettre en place d'ici le 15 avril. Les entreprises qui font face à une impasse de trésorerie. Une impasse de trésorerie, c'est-à-dire qui ne pourront pas ou n'auront bénéficié d'une subvention égale à cette impasse de trésorerie dans la limite de 2 000 euros. Merci. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous dire que les agents de la DRFiP de la Nouvelle-Aquitaine, comme l'ensemble des agents de la DGFiP, ont accompagné les entreprises et plus largement accompagné l'ensemble des citoyens, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et je voudrais en profiter pour les saluer, saluer leur sens des responsabilités, saluer aussi leur sens de l'intérêt général pour assurer la continuité de l'activité dans des moments extrêmement difficiles. Et je réitère bien sûr, à titre de citoyen, mes remerciements à tous les soignants. Merci Madame Martel. Vous m'entendez tous? Du côté des cotisations sociales et patronales, Henri Lourde de Rocheblave, c'est l'URSSAF qui est à la manœuvre. Quelles sont les mesures déployées par vos équipes et les possibilités pour les entreprises aujourd'hui? Bonjour, j'espère que vous m'entendez correctement. Donc, en effet, la position de l'URSSAF, elle est à double détente. D'un côté, évidemment, on est là pour financer la protection sociale et notamment les hôpitaux. Donc, vous doutez bien en ce moment que c'est très important de pouvoir continuer à financer les hôpitaux et les systèmes de soins. Donc, d'un côté, on encourage toutes les entreprises qui sont en capacité de régler leurs cotisations dans les temps à le faire, évidemment, pour pouvoir poursuivre la solidarité nationale. Par ailleurs, par contre, on est au soutien des entreprises qui sont en difficulté forte en ce moment et qui, en effet, ne pourraient pas payer leurs cotisations. Alors, ce qu'on a mis en place avec les pouvoirs publics, c'est notamment le fait que pour les entreprises, ils doivent donc continuer à faire leur déclaration aux dates prévues, donc au 15 mars précédemment, la prochaine est au 5 avril 2020, en remplissant leur déclaration sociale nominative,
Par contre, s'ils sont en difficulté pour payer ces cotisations, ils ont la possibilité de payer qu'une partie ou de ne pas payer du tout ces cotisations. Et il y aura un report sans aucune pénalité pour au moins 3 mois de ces cotisations. Donc ça, c'est les premiers éléments. Donc à la fois faire sa déclaration et en effet faire varier son paiement selon les possibilités qu'a l'entreprise de le faire ou pas. Au niveau des travailleurs indépendants, donc là, il y a plusieurs catégories. On a la catégorie des auto-entrepreneurs avec une échéance qui arrive rapidement, qui est celle du 30 mars. Donc là, c'est déclaratif. Donc, si un auto-entrepreneur ne peut pas régler les cotisations, il suffit qu'il décale sa déclaration. Donc, ne pas faire sa déclaration de chiffre d'affaires, le faire plus tard, s'il n'est pas en capacité de payer les cotisations qui sont calculées automatiquement à partir du chiffre d'affaires. Si ce sont des travailleurs indépendants classiques qui sont sous forme de prélèvement, ce qu'on a déjà fait, c'est que nous avons annulé le prélèvement qui était prévu le 20 mars. Donc, il n'y a pas eu de prélèvement pour l'ensemble des travailleurs indépendants dans toute la France qui était prévu. Et on va faire la même chose pour le 5 avril. On fera le prélèvement des cotisations au 5 avril. Et ça sera donc décalé sur les mois suivants. Et on verra si ce décalage sera en effet positionné de façon plus forte. En termes de mesures complémentaires côté URSSAF, nous avons arrêté tout ce qui était recouvrement, que ce soit amiable ou forcé, y compris lorsqu'il y avait des délais de paiement. Donc, il n'y a plus normalement d'action de recouvrement et il n'y a plus de prélèvement fait sur les délais demandés précédemment pour permettre donc de faciliter la trésorerie des entreprises. Pour les travailleurs indépendants, au-delà donc des mesures qui ont été évoquées à l'instant, donc il y a la possibilité aussi de modifier le revenu prévisionnel 2020 pour pouvoir modifier ses cotisations provisionnelles. C'est faisable en ligne. Et également, on met en place en ce moment la possibilité, avec le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, la possibilité d'une action sociale et donc d'une aide financière exceptionnelle spécifique par rapport à cette crise. Et donc, il y aura un document simplifié qui sera mis en ligne normalement demain sur le site sécu-indépendant avec un s.fr. Ce que je voudrais rajouter d'ailleurs, puisque nous, on est organisé complètement en télétravail, on est à plus de 670 personnes sur 800 aujourd'hui en télétravail qui sont à disposition des entreprises et des travailleurs indépendants et des autres catégories. On est donc en capacité de répondre plutôt évidemment en dématérialisé, donc il faut vraiment utiliser les sites ursaf.fr et sécu-indépendant.fr. On est aussi en capacité de répondre au téléphone sur les numéros habituels, donc le 3047 pour les entreprises et les professions libérales, et le 3698 pour les artisans et les commerçants. On est en capacité aujourd'hui de répondre à cet appel, mais privilégier évidemment la partie dématérialisation qui est plus facile à gérer en ce moment. Voilà ce que je voulais dire vis-à-vis de toute la partie. Merci Henri Lourde de Rocheblave. Je me tourne vers vous, Bernard Uturi. À côté, en plus, en complément de ces dispositifs qui sont prévus par l'État au niveau national, le Conseil régional a déployé son propre plan d'action, 50 millions d'euros. Quel est l'objectif et quels sont les publics cibles pour la région? Oui, alors je voudrais d'abord m'associer à mes prédécesseurs pour tout ce qui concerne la compassion que nous devons avoir à l'égard des gens qui se soignent. D'abord, vous dire que collectivement, nous devons nous soigner, nous devons guérir, et pour cela, nous devons réussir cette épreuve du confinement qui nous oblige à nous retrouver à distance. Nous allons peut-être à cette occasion faire un bond technologique dans nos manières d'utiliser les conversations numériques à distance. Laurent Caliac a parlé effectivement d'une crise cardiaque. Il faut absolument éviter l'AVC qui pourrait nous laisser immobile à l'issue de cette crise sanitaire d'abord, crise économique ensuite, avec un certain nombre de certitudes quant à notre capacité de retournement, puisque cette crise ne ressemble pas à la crise de 2008 de subprime, à la crise de 2001 de l'éclatement de la bulle Internet, y compris à la crise de 2029 qui est la crise emblématique et qui sert de référence. Donc l'appareil productif est presque en panne. Les effets se font déjà ressentir par effet de cascade sur nos PME, sur nos TPE, sur nos industries, sur notre agriculture, sur notre artisanat et jusqu'aux consommateurs, effectivement. Donc le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dans ses compétences propres d'abord, s'est appliqué la loi du confinement en multipliant le télétravail, ce qui est plutôt une réussite. Tout le monde est sur le pont, derrière le président.
nous avons également appliqué au domaine des transports un certain nombre de règles pour éviter les dépassements, mais aussi pour sécuriser les entreprises du transport qui ne doivent pas payer le prix et donc elles seront payées pour ce pourquoi elles étaient commanditées. Nous avons sécurisé, pour ce qui nous concerne en tant que donneur d'ordre également, la filière du BTP en étant très attentif à la possibilité qu'ont les entreprises de conduire les chantiers ou de les arrêter en fonction de la sécurité de leurs salariés. Nous avons mis en place un moratoire sur le remboursement des avances remboursables. Nous mettons tout en œuvre avec la direction régionale des finances publiques pour que nos subventions puissent être accélérées. Nous réfléchissons rapidement à la manière dont nos internats, par exemple, de lycée, pourraient être utiles au personnel soignant qui va devoir être recruté sans nous mobiliser sur place. Nous faisons la même chose avec les écoles d'infirmières pour voir à quel moment de leur formation elles peuvent être également mises à la disposition des soignants lorsque le pic se produira, et nous sommes également attentifs à la poursuite de la rémunération des apprentis. Mais le plus important, à mon avis, c'est de constituer avec l'État, avec la BPI, avec les chambres consulaires, avec les conseils départementaux, avec les communautés de communes, les agglos, la métropole, une task force qui nous permette effectivement de cibler les secteurs qui seront les secteurs prioritaires, les secteurs qui seront stratégiques, de donner toute leur importance également à leur territoire. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'un certain nombre de citadins sont partis sur les territoires, ont élu les territoires comme terrain de confinement. Donc c'est la mise en relief également de ces territoires comme étant utiles au pays, même si ces territoires sont urbains, un peu moins denses en population. Il faut absolument y maintenir les usines qui, paradoxalement, dans notre Nouvelle-Aquitaine, fleurissent souvent dans les milieux urbains plus que dans les milieux métropolitains ou dans les milieux agglomérés. Et donc nous, dans cette task force, effectivement, nous participons via le fonds d'urgence exceptionnel de 50 millions que nous avons créé. Il sera sans doute pas suffisant. Le président l'a dit il y a 2 jours. Donc nous travaillons en task force avec l'État pour la répartition auprès des entreprises de moins de 10 salariés. Vous l'avez dit, Madame Martel. Sur cette aide mensuelle liée à la perte d'exploitation mensuelle de 1 500 €, et également sur la possibilité pour les régions d'abonder ce fonds, cette aide mensuelle, par une aide forfaitaire qui peut atteindre 2 000 € pour les entreprises qui ont au moins un salarié, et pour les entreprises qui nous auront fait aussi, qui auront fait la démonstration qu'elles ont essayé, qu'elles ont sollicité le secteur bancaire notamment pour des reports d'échéance ou pour des allègements d'échéance et de remboursement. Et puis nous avons mis en place un fonds de 5 millions d'euros. Un fonds de 5 millions d'euros qui est dédié aux associations employeuses. Alors, c'est des associations qui, d'une manière un peu résumée, s'occupent de culture, de sport, qui sont employeuses et qui s'occupent aussi, et c'est un volet extrêmement important, d'économie sociale et solidaire. Nous avons mis un fonds de 10 millions d'euros pour abonder les prêts-rebonds qui sont gérés par la BPI. Cela a été déjà évoqué, et un fonds de 15 millions d'euros d'aide d'urgence par le biais de subventions ou d'avances remboursables selon la taille des entreprises, moins de 50 salariés ou plus de 50 salariés. Pour tout cela, nous avons mis en place depuis 4 jours maintenant un numéro de téléphone unique, c'est le 05 57 57 55 88. Nous avons mis en place également un mail sur lequel, d'une manière plus détaillée, les entreprises pourront se renseigner. C'est entreprise-covid19@nouvelleaquitaine.fr, mais tout cela est largement diffusé. Puis nous avons mis une page web plus détaillée pour effectivement que les entreprises se sentent moins seules, puisque notre vocation, c'est à l'échelle d'une région vaste, mais où le développement économique
résonne fortement dans chacun des territoires, c'est-à-dire faire du cause humain, ne pas négliger le cas par cas, avoir des cibles stratégiques sur la manière dont l'économie doit être relancée, comment donner du sens à ce que Alain Rosset préconise depuis longtemps en termes de relocalisation des productions, notamment plus tard, Bernard Uturi, sur ce sujet. Je voudrais, merci beaucoup, je voudrais donner la parole à Patrick Séguin s'il est en ligne. Est-ce que vous m'entendez, Patrick? Non. Pas de succès. Revenons alors sur la trésorerie des entreprises. Et quelles sont les recommandations que vous donnez aux chefs d'entreprise aujourd'hui, là, dans les jours qui viennent, pour essayer d'alléger les tensions? Quelles sont les décisions importantes à prendre? Isabelle Martel ou Laurent de Calbiac, peut-être? Alors, déjà, je pense qu'il faut examiner toutes les mesures d'économie et de report dont on vient de parler, que ce soit au niveau des prélèvements fiscaux et sociaux, du chômage partiel. Voilà, il y a toute une série de mesures qui sont déjà opérationnelles pour alléger les charges, puisque la difficulté, ça va être absence de chiffre d'affaires et coût fixe pour une entreprise. Donc, bien sûr, quand on va ensuite, mais je crois que je vous détaillerai un peu plus tard le dispositif des prêts garantis par l'État. Quand on va aller voir son banquier pour solliciter un prêt garanti par l'État, un PGE, il faudra aussi, dans la mesure du possible, avoir un prévisionnel de trésorerie qui tient compte de cette chute, baisse ou arrêt de chiffre d'affaires et des mesures qu'on a mises en face pour limiter au maximum les charges de l'entreprise. Donc le prévisionnel de trésorerie sera un élément important et je pense que d'ores et déjà, beaucoup d'entreprises travaillent là-dessus. Isabelle Martel, Henri Lourdes de Rougeblave, le report d'échéance, ça vise bien à limiter cette tension de trésorerie? Alors, de grandes catégories de mesures, je l'ai indiqué, soit sous forme de report des échéances pour faire simple et qui sera automatique et de manière tout à fait dématérialisée. Je reviens encore une fois là-dessus pour dire qu'effectivement, les entreprises peuvent nous joindre par www.impôts.gouv et c'est très simple à utiliser les formulaires qui ont été mis en ligne. Et puis d'autre part, pour abonder leur trésorerie, je l'ai dit tout à l'heure, avec des mesures qui sont à la fois des mesures d'accélération de remboursement de crédit d'impôt et d'autre part le fonds de solidarité qui est en train de se mettre en place et qui a été également évoqué par la région, notamment sur la partie deuxième volet, puisque nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2 volets dans ce fonds avec des subventions qui vont être débloquées très vite. Et donc là aussi, nous joindre par voie dématérialisée et nous pourrons payer cette subvention et notamment très très vite les 1 500 € puisque ça peut démarrer dès le 1er avril. Merci. Patrick Séguin, est-ce qu'on vous a récupéré? Est-ce que vous nous entendez, Patrick Séguin? Non, alors je reste avec vous, Isabelle Martel. On a beaucoup de questions sur cette... Oui, bon, je vous entends. Oui, on vous entend, Patrick Séguin. Alors, Allô? Oui, Patrick Séguin. Si vous m'entendez, je vais prendre la parole. Je ne vous entends pas. Je n'ai pas entendu ce qui était dit, malheureusement. Alors, vous avez la parole, Patrick Séguin. Présentez-nous les mesures prises par la CCI Bordeaux-Gironde pour accompagner les entrepreneurs. Vous m'entendez? Bon, la communication passe mal. Isabelle Martel, je vais rester avec vous. On a beaucoup de questions sur cette aide de 1 500 €. Alors, je sais que vous n'avez pas toutes les réponses aujourd'hui. Notamment, est-ce qu'elle est prévue qu'elle soit renouvelée en avril ou éventuellement en mai? Et la fermeture administrative, est-ce que vous prenez en compte, par exemple, des professions médicales dont l'ordre a recommandé de ne pas travailler? Est-ce que ça vaut fermeture administrative ou pas? Comment vous prenez en compte les indépendants qui facturent début mars et donc qui auront un mois de mars équivalent à celui de l'an dernier? Toutes ces questions, est-ce que vous avez des réponses aujourd'hui?
et sur la chambre de commerce, nous avons 5 qui aux interrogations, aux questions Il des est possible entreprises. qu'effectivement, Nous privilégions le sage soit renouvelé en cas de besoin, puisque le fonds, à ma connaissance, est prévu effectivement pour 3 mois. C'est ce que je comprends aujourd'hui des textes extrêmement récents. Donc, par rapport à notre conversation d'il y a quelques jours, Monsieur Cheminade, donc ça, c'est un point effectivement important. Il peut être prorogé en faisant le lien avec sur bien sûr, les 3 mois à venir. présents ici dans cette conférence. Deuxième sujet pour les entreprises qui seront éligibles. À ma connaissance, il devrait y avoir les secteurs qui vont être concernés, qui seront publiés. Et de toute façon, tout à l'heure, j'ai évoqué les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative. Ça, c'est très clair. Les entreprises concernées, évidemment, se connaissent. Pour le reste, les secteurs seront publiés à ma Il y aura une connaissance. liste au cas par cas. Et pour répondre à une troisième question que vous ne m'avez pas posée, mais que vous m'aviez posée la fois précédente, pour les professions libérales, elles ont évidemment accès au fonds. Comme je l'ai Oui, dit mais alors tout à si l'heure elles dans ma facturent leur mois de présentation. février, début mars, comment ça se passe pour le comparatif avec 2019? Que l'on a rencontré tout à l'heure, que l'on a entendu tout à l'heure, je pense en tout cas, et nous essayons d'abord de conseiller aux entreprises de ne pas attendre pour faire leur déclaration. 1200 contacts aujourd'hui, c'est beaucoup, c'est peu à la fois. Lorsqu'elles ont une perte de leur chiffre d'affaires qui est d'au moins 70%, quand on compare le chiffre d'affaires entre mars 2019 et mars 2020. Il ne s'agit pas là de trésorerie, il s'agit de comparaison de chiffre d'affaires. Et si l'entreprise a été créée plus tard et n'avait donc pas de chiffre d'affaires en mars 2019, à ce moment-là, on va regarder une moyenne des chiffres d'affaires pendant le laps de temps où l'entreprise a été effectivement en activité et on va comparer cette moyenne du chiffre d'affaires au chiffre d'affaires de mars 2020 pour aboutir au calcul des 70% de pertes. Merci beaucoup. Je crois que Patrick Séguin est en train de nous joindre. Allez-y, Patrick Séguin. Je vous en prie. Allô. Oui. Est-ce que vous entendez Patrick Séguin? Non. Non plus. Moi, j'ai entendu une intervention de Patrick Séguin et en parallèle, je crois que vous interviewez Isabelle Martel. Ça, c'est chaud. Voilà, je crois que nous avions 2 conversations en parallèle, il me semble. Ok, j'ai pas le retour direct. Je confirme. Ok. Il parle encore, Patrick Séguin? Non. Non. Enfin, à l'écran, non, mais il y a un retard sur l'image, mais je crois qu'il ne parle pas là. Bon, je vous donne la parole, Laurent de Calbiac, pour parler des différents prêts disponibles, prêts rebonds, prêts de trésorerie, les fameux prêts garantis par l'État à hauteur de 300 milliards d'euros. Qui peut les solliciter? Est-ce qu'il faut aller vous voir, vous, à la BPI, ou est-ce qu'il faut aller voir son banquier habituel? Alors, je vais vous détailler pour démarrer le dispositif qui a été lancé donc avant-hier par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, avec Frédéric Oudéa, le président de la Fédération bancaire française, et Nicolas Dufourcq, le directeur général de BPI France. Donc le dispositif qui s'appelle les PGE ou prêts garantis par l'État, c'est un dispositif assez massif puisqu'il peut aller jusqu'à la mise en place de 300 milliards d'euros de prêts de trésorerie des banques privées aux entreprises. 300 milliards d'euros, c'est environ 15% du PIB. Donc c'est potentiellement une injection massive de cash dans les entreprises sous forme de prêts donc. C'est un dispositif qui s'est mis en place très vite, donc la semaine dernière entre tous les acteurs de l'État et des banques. Alors, il s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les secteurs d'activité déjà. C'est important de le dire, tous les secteurs d'activité et toutes les formes juridiques de société, commerçants, artisans, exploitation agricole et viticole. C'est important parce qu'on m'avait posé la question. Profession libérale et micro-entreprises. La seule exclusion, en fait, ce sont les entreprises qui sont en procédure judiciaire.
Alors, la nature des prêts, de quoi parle-t-on? Ce sont des prêts de trésorerie, des prêts de trésorerie qui vont être octroyés entre le 25 mars donc 2020, donc hier, et jusqu'au 31 décembre par les banques. Donc, et ce sont des prêts d'1 an, donc des prêts court terme, qui seront soit remboursables à la fin de la première année, ou éventuellement amortissables ensuite sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Ce sont des prêts sans garantie, puisqu'ils bénéficient de la couverture de l'État à hauteur de 90%, cette couverture étant délivrée par BPI France. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura un plafond qui sera à 25% du dernier chiffre d'affaires connu de l'entreprise. 25% du chiffre d'affaires, c'est 3 mois d'activité maximum, ou, et je pense qu'on y reviendra plus tard, 25% de la masse salariale pour les startups, les entreprises innovantes qui souvent ont pas ou peu de chiffre d'affaires. Alors, comment on demande un prêt garanti par l'État, un PGE? Tout simplement, on contacte sa banque. Aujourd'hui, plutôt par téléphone ou par mail, je pense que voilà, un certain nombre d'agences bancaires ont dû réduire entre guillemets la voilure pour l'accueil de leurs clients. Et on contacte sa banque, et comme j'en parlais rapidement tout à l'heure, si possible en ayant déterminé le besoin de trésorerie, en ayant calculé voilà, la différence, la perte de chiffre d'affaires, l'économie de charge qu'on a pu faire, idéalement avec un plan de trésorerie sur 6 à 12 mois. Ensuite, la banque étudie rapidement et donne un préaccord. L'entreprise n'a pas besoin de contacter BPI France pour les prêts garantis par l'État. Elle doit juste aller sur la plateforme attestation-pge@bpifrance.fr pour obtenir un numéro. Et la garantie de l'État, donc à 90%, elle sera délivrée automatiquement, si bien sûr il y a le respect des 25% de chiffre d'affaires. Voilà. Alors, en parallèle, donc des prêts garantis par l'État, donc qui pourront au niveau national aller jusqu'à 300 milliards d'euros, donc des montants très significatifs. On pourra bien sûr coupler avec les prêts BPI France, donc le prêt Atout dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, donc des prêts pareils sans garantie sur des durées de 3 à 5 ans, et dans un avenir très proche, le prêt rebond, donc qu'on est en train de mettre en place avec le conseil régional, là plutôt pour les petites entreprises TPE, des prêts qui iront entre 10 000 et 200, 300 000 euros pour donc les TPE, PME de plus d'1 an, prêts sans garantie, là sur des durées un peu plus longues, donc sur des durées de 7 ans avec 2 ans de différé. Donc pour les prêts Atout et les prêts rebonds, on s'adresse directement à BPI France par les voies classiques, les numéros de téléphone des directions régionales et des implantations territoriales, nous en avons 5 en Nouvelle-Aquitaine, ou le numéro vert, ou la plateforme bpifrance.fr. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que bien sûr, toutes les banques privées sont prêtes pour distribuer ce prêt garanti par l'État, puisque toutes ont signé par l'intermédiaire de l'AFBF cette convention avec l'État. Moi, je suis en call téléphonique 2 fois par semaine avec les directeurs de banque sur Bordeaux. On est une quinzaine membres de la Fédération bancaire française. Donc voilà, les troupes sont prêtes pour recevoir les entreprises. Et le dernier point, c'est que le coût de ces prêts sera très faible, puisque la garantie de l'État n'est que de 0,25% la première année. Et les banques se sont engagées à ne pas facturer de taux d'intérêt, sachant que le taux d'intérêt élevé, on parle même de marge nulle, et sachant que les taux d'intérêt de toute façon actuellement et depuis déjà un certain temps sont très bas. Donc le coût sera extrêmement faible pour l'entreprise. Merci Laurent Decalbiac. Une question plus générale à vous tous. On a pas mal de questions sur le chômage partiel. Alors je sais que la directe n'est pas autour de la table. Je voudrais qu'on aborde le sujet quand même. Les chefs d'entreprise sont nombreux à se demander quel message du gouvernement ils doivent suivre. Est-ce qu'il faut continuer à travailler? Si oui, dans quelles conditions? Ou est-ce qu'il faut respecter le confinement le plus strictement possible? Un carrossier notamment nous faisait remonter qu'il avait plus de clients, plus de commandes, mais qu'il était considéré comme activité essentielle et qu'il devait donc continuer à travailler sans être éligible au chômage partiel. Quel message vous souhaitez faire passer à ces chefs d'entreprise? Bernard Uturi, peut-être? Oui, alors je ne sais pas si on a des messages à faire passer en particulier aux chefs d'entreprise. La difficulté, c'est effectivement de
catégoriser les activités qui sont essentielles. Vous parliez d'une profession. Moi, je peux vous parler d'un plombier des Pyrénées-Atlantiques qui hier me disait qu'il était désorienté parce qu'il a continué son travail, sauf qu'il a plus de tuyaux parce que l'entreprise qui lui propose des tuyaux a fermé, est en rupture d'approvisionnement. Donc les consignes de confinement, oui, bien évidemment, c'est la seule solution pour freiner la propagation du virus et faire en sorte que nos hôpitaux ne soient pas encombrés tous au même moment. La relance de l'activité économique, ben oui, chaque fois qu'on le peut, sans mettre en difficulté et en risque potentiel les salariés qui y travaillent. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a une convergence générale, et notamment la convergence des banques vient d'être exprimée. Il y a une volonté de rebondir, il y a une volonté mais il nous faut pour cela anticiper et véritablement résister à ce qui fait la tentation, je parle en tant que collectivité territoriale, de penser les plaies en saupoudrant. Il va falloir nous concentrer sur des cibles qui sont des cibles prioritaires dans la production, anticiper sur la capacité des consommateurs à consommer en sortie de crise. On ne peut pas imaginer, on voit ce qui se passe en Chine, une sortie de crise brutale. On voit que la sortie du confinement en Chine passe par l'autorisation donnée d'une sortie 1 heure tous les 3 jours ou 2 heures tous les 3 jours d'un membre de la famille. Donc on ne va pas avoir cette espèce d'explosion de joie qui va, comme c'était le cas au sortir de la guerre par exemple, relancer automatiquement la population vers la consommation. Donc ne pas négliger nos bases fortes, mettre en place des aides qui prioriseront les productions locales dont nous avons besoin localement. On voit maintenant quel est le drame, par exemple, de la fabrication des masques. Nous sommes tous en train de chercher des solutions en Chine, relocaliser et aussi ce qui relève d'une transition majeure, c'est la transition numérique. Nous voyons à quel point nous avons besoin du numérique, nous avons besoin de solutions locales pour le numérique. Ok, merci Bernard et Thierry. Patrick Séguin, je crois qu'on vous a récupéré en audio. Bonjour. Non, on l'a à nouveau reperdu. Parlons un instant des startups. L'écosystème numérique est très dynamique à Bordeaux. Laurent Descalbiac, Isabelle Martel, des dispositifs ont été annoncés hier matin par le gouvernement, des prêts dédiés et du crédit d'impôt recherche remboursé en avance. Laurent Descalbiac, très rapidement. Oui, juste un mot sur le chômage partiel, comme le soulignait Oui. Bernard Uturi. Je crois que c'est vraiment variable selon les secteurs d'activité, bien sûr. Hein, c'est une mesure qui existe, il faut l'utiliser quand on n'a pas le choix. Moi, j'avais au fil hier un client, enfin une entreprise de taille intermédiaire de la région qui a dû mettre des centaines de ses salariés au chômage partiel parce que tous ces magasins ont fermé, ils sont dans le commerce spécialisé. Donc voilà. Après, on est quand même nombreux dans les services à pouvoir travailler en télétravail et donc l'activité continue, fort heureusement pour une part encore importante de l'économie. Sur le plan d'urgence pour les startups annoncé hier effectivement par le secrétaire d'État chargé du numérique Cédric O, on parle d'une enveloppe globale de 4 milliards d'euros. Bien sûr, l'écosystème des startups, il a contribué au dynamisme économique en France et dans la région Nouvelle-Aquitaine en particulier et à Bordeaux avec toutes ces startups du numérique, des technologiques, des startups de biotech. Il a contribué à la croissance de l'activité économique. Donc, c'est un secteur qu'on connaît bien chez BPI France. On accompagne la majorité de ces entreprises, mais elles ont souvent, bien sûr, un modèle économique particulier. C'est souvent des sociétés jeunes avec un financement principalement par les fonds propres, les business angels, le capital risque, etc. Donc elles sont, comme beaucoup de secteurs, frappées de plein fouet par cette crise, peut-être encore plus que d'autres, notamment parce qu'il y a des levées de fonds qui sont retardées. Mmh. Et elles ont ce besoin en trésorerie. Alors, ce qui a été annoncé, pour faire rapide, première mesure, c'est une enveloppe de 80 millions d'euros dans le cadre, donc qui est financée par le PIA, le programme des investissements d'avenir, et qui sera géré par BPI France, pour financer justement le bridge entre deux levées de fonds.
puisque voilà, il y a souvent des premières levées, des secondes levées, et naturellement, certaines levées en fonds propres vont être décalées. Donc, on va pouvoir proposer des obligations, un système d'obligations avec accès possible au capital, voilà, qui auront vocation à être cofinancés avec des investisseurs privés, mais je n'entre pas dans le détail. Ensuite, il y a le mécanisme dont j'ai parlé déjà tout à l'heure, des prêts de trésorerie garantis par l'État, le PGE, donc qui s'adresse aussi aux startups, mais qui ne sera pas indexé, comme je le disais, sur 25% du chiffre d'affaires le dernier réalisé, mais sur 25% de la masse salariale. Voilà, donc ça, les prêts de trésorerie garantis par l'État, les PGE, on va voir, on peut aller voir sa banque, on peut aussi aller voir BPI France, puisque là, pour le coup, pour les startups, BPI France pourra distribuer des PGE de la même manière. D'accord. Il reste aussi, mais peut-être une troisième mesure importante, c'est que l'État s'est engagé à faire des remboursements accélérés des crédits d'impôt restituables, notamment le crédit impôt recherche 2019 et les crédits de TVA. Ok. Voilà. Et ensuite, tout un système de versement accéléré de tous les mécanismes dont on a déjà parlé. Merci. Patrick Séguin, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. J'ai enlevé la caméra parce qu'apparemment, c'est ce qui. Parfait. Bonjour. Je me tourne vers vous pour parler de la CCI. Quels dispositifs sont déployés à CCI Bordeaux-Gironde? Quels moyens pour vous contacter? Et je crois que vous faites office un peu d'aiguilleur. Vous orientez les chefs d'entreprise vers les structures de l'État qui sont le plus adéquates pour leur répondre. Dites-nous-en un peu plus. Oui, tout à fait. Notre rôle, c'est d'être une porte d'entrée auprès de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, et nous travaillons avec nos partenaires et nos collègues de la Chambre des métiers d'agriculture, du MEDEF, de la CPME, et nous avons mis en place un mail, une adresse mail qui est contact@bordeauxgironde.cci.fr, de façon à ce que d'abord il y ait une traçabilité des démarches des entreprises et de nos réponses, et nous coordonnons avec tous les services publics et avec la région, notamment toutes les personnes qui sont présentes sur votre table ronde et bien sûr d'autres, de façon à ce que nous allions au renseignement et nous ramenions auprès des entreprises des réponses fiables et des réponses qui évoluent dans le temps. Je voulais insister là-dessus parce que c'est la première fois dans l'histoire que le gouvernement vote 25 décisions il faut du temps. Les 25 ordonnances qui ont été votées, il faut bien sûr du temps pour les mettre en place et elles vont avancer au fil de l'eau. Donc la réponse d'aujourd'hui n'est pas forcément la réponse de demain et nous avons décidé au sein de la Chambre de commerce de Bordeaux de mettre en place une fiche technique qui va être mise à jour chaque jour, modifiée et amendée de façon à ce que les entreprises puissent avoir dans des termes simples et compréhensibles par tous les modalités de mise en œuvre de leurs actions. Ensuite, je voulais dire aussi que lancer un appel auprès des entreprises. Moi, quand je vois que nous avons 1200 contacts au niveau de la région, au niveau de nos 14 CCI, bien sûr, c'est beaucoup puisque nous avons 30% d'augmentation d'appels par jour, de contacts par jour. Mais c'est peu vis-à-vis du nombre d'entreprises. Et il y a un certain nombre d'entreprises qui sont, notamment des TPE, qui sont un peu défaitistes et qui disent bon, de toute façon, c'est perdu, donc j'arrête. Et il ne faut surtout pas rester tout seul dans son coin. Il y a énormément de solidarité à travers les clubs d'entreprise, à travers nos institutions, nos corps intermédiaires, à travers des grosses entreprises qui aident des petites entreprises avec leurs services juridiques, avec leurs services RH. Et il faut que les responsables d'entreprise, que ce soit un commerce avec une personne ou une entreprise de 500 personnes, se bougent, excusez-moi l'expression, se bougent pour avancer en marchant et faire en sorte qu'il soit en ordre de marche le jour où l'activité reprendra. Il y a énormément de collaborateurs et collaboratrices des entreprises qui se posent des questions. Est-ce que je dois aller travailler? Est-ce que je ne dois pas aller travailler? C'est notamment lié à ce problème d'une position qui n'est pas très claire de la part de tous les intervenants qui prennent la parole. Et le chef d'entreprise, je le rappelle, est responsable pénalement de la position d'hygiène et sécurité de ses collaborateurs. Donc il faut avoir le dialogue social dans l'entreprise, le dialogue à travers le comité d'hygiène et sécurité, mais que lorsqu'il n'y a pas, c'est tout simplement expliquer aux collaborateurs que dans tel cas on peut aller travailler, mais il faut leur accord et on trace ça, on l'écrit et ensuite on va travailler dans toutes les conditions requises.
Merci Patrick Séguin. Vous insistez sur l'importance de tracer toutes les décisions. Ma question s'adresse à vous tous. Quels sont, quand il y a des critères à respecter, les contrôles a priori, a posteriori qui seront effectués? Comment prouver sa bonne foi dans quelques mois quand l'urgence sera passée? Et quelles sont les consignes globales que vous avez données à vos services quand un entrepreneur n'est pas tout à fait dans la bonne case, qu'il manque un bout de document, que les démarches peuvent être bloquées ou ralenties? Quels sont le message que vous avez fait passer à vos équipes là-dessus? Je voudrais intervenir peut-être sur ce sujet. Pour BPI France, souplesse, réactivité, écoute, bien sûr, comme message c'est important, on a beaucoup discuté, parlé avec les entendu mon propos. Je ne sais pas si on entend pas parler à plusieurs voix. Écoute, je disais souplesse pour les équipes, rapidité, réactivité, beaucoup d'écoute et les contrôles. En fait, là, il ne s'agit pas de contrôle. On a fixé des règles, et notamment la règle des 25% de chiffre d'affaires. Monsieur de Calbiac. Allô? Pardon. Madame Martel. Oui, mais allez-y, Madame Martel. Quelqu'un d'autre parle en même temps. Oui, j'essaye de prendre la parole, mais c'est un peu difficile. Merci de me la donner, Monsieur Cheminade. Donc, pour dire deux ou trois choses. La première, pour répondre à une de vos questions antérieures, évidemment, lorsque les entreprises le peuvent, et ça a été rappelé par le président de la CCI, en respectant les gestes barrières ou en mettant du monde au télétravail, il faut évidemment être en activité le plus possible. Deuxièmement, en ce qui concerne les remboursements anticipés de crédit d'impôt, j'en avais parlé dans mon propos introductif et je veux rappeler très clairement pour les chefs d'entreprise et notamment les startups que vous avez évoquées tout à l'heure, mais évidemment les chefs d'entreprise sont concernés par ces remboursements anticipés de crédit d'impôt sur les sociétés et puis aussi le remboursement accéléré de crédit d'impôt TVA. Et pour les startups, on pense notamment au crédit impôt recherche ou bien au crédit jeunes entreprises innovantes ou à d'autres crédits d'impôt. Et je le rappelle, par anticipation avant le dépôt de l'alias fiscal, c'est extrêmement important et il y a un formulaire sur le site pour permettre de le faire. Je viens maintenant au sujet des contrôles. On n'en est pas là aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est d'être bienveillant et d'accompagner les entreprises. Et bien sûr, le moment venu, on pourra être en capacité de faire des contrôles sur les demandes qui ont été opérées. Mais aujourd'hui, je crois que le message essentiel à faire passer à toutes les entreprises qui nous écoutent, c'est si vous en avez besoin, si vous êtes affecté par la crise, n'hésitez pas à nous joindre le plus possible par voie dématérialisée. Et puis, bien entendu, le moment venu, on pourra opérer les contrôles nécessaires. Mais ce n'est pas le lieu aujourd'hui. Merci Madame Martel. Laurent de Calbiac, très rapidement. Oui, donc par rapport à votre précédente question, je disais, nous, c'est évidemment réactivité. Écoute, on a beaucoup les chefs d'entreprise au téléphone. Vous posez la question des contrôles. J'ai beaucoup parlé de prêts, de dispositifs de financement avec des plafonds. Bien évidemment, ces dispositifs restent des prêts, des crédits, donc des crédits se remboursent. On n'est pas obligé et on n'aura pas obligation d'aller à ces maximums de montants. Bien évidemment, voilà, c'est une solution temporaire et intermédiaire de trésorerie, tout en respectant les capacités futures de remboursement de ces prêts. Merci Laurent de Calbiac. Henri Lourde-Rocheblas, on va finir avec vous. Pierre, je peux rajouter quelque chose côté URSSAF. On est aussi dans cette logique, évidemment, en appliquant ce qu'avait indiqué le président de la République, c'est-à-dire des demandes, c'est sans formalité, sans justificatif, donc des reports à 3 mois et il n'y aura aucune pénalité. On est aussi dans une logique de simplification des documents, on a vu dans les ordonnances qui viennent de sortir où il y a simplification à la fois de la formalité, mais des délais par rapport à ce qui existait auparavant. Et je parlais tout à l'heure de l'aide financière exceptionnelle pour les travailleurs indépendants en action sociale. Là aussi, on va sortir un formulaire extrêmement simplifié par rapport à ce qui existait avant, avec beaucoup moins de justificatifs. Il y aura vraiment le minimum de justificatifs. Je crois qu'il y en a 2 prévus seulement. Donc voilà, je crois qu'on est dans ces logiques de répondre rapidement et avec le minimum de formalité aux problèmes. En 2 mots, la prochaine échéance URSSAF, qu'est-ce que doivent faire les chefs d'entreprise indépendants, celle du 5 avril? Alors, celle du 5 avril, pour tous ceux qui sont en prélèvement, ce qui est le cas de cette échéance, ils n'ont rien à faire. L'échéance ne sera pas envoyée en prélèvement auprès des banques, donc il n'y a pas d'action à mener.
elle sera portée sur les mois suivants et ensuite on verra par rapport à celle du 5 mai ce qui se passera. On aura sûrement de nouvelles consignes en la matière et il y aura sûrement un report également puisqu'on sera, je suppose, dans la même logique pour les entreprises où on est un report à 3 mois pour l'instant. Merci beaucoup. Patrick Séguin, vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y. Si vous Allez-y, m'entendez, on vous entend. je voulais rajouter, je suis constant une fois de voter tous ces choses. J'ai des exemples, vous m'entendez? Oui, on vous entend. J'ai des exemples tout simplement qui Bon, on a perdu Patrick Séguin. Merci à tous. Il est 11h30. L'heure de rendre l'antenne. Je vous remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre participation à ce format inédit. On a eu quelques soucis. J'espère que ça aurait pu néanmoins éclairer nos lecteurs, nos abonnés. Je les remercie de s'être connectés très nombreux ce matin. Pour en savoir plus, évidemment, rendez-vous sur le site de la Tribune, à Paris, à Bordeaux, en région. Merci à la CCI Bordeaux-Gironde, merci à la région Nouvelle-Aquitaine et merci à BPI France pour leur soutien. Excellente journée à toutes et tous. Portez-vous bien et si vous le pouvez, surtout, restez chez vous. Merci et très bonne journée. Au revoir.